monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ce sera plutôt une vidéo face cam, pas un vlog. Donc c'est la première mais c'est certainement pas la dernière. Aujourd'hui je vous retrouve donc dans une vidéo back to school. Ce sera un petit focus, donc un guide sur la 3e année de médecine à Sorbonne Université. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Christy, j'ai 20 ans, je passe en 4e année de médecine à Sorbonne Université justement. Et l'an dernier, donc avant d'entrer en 3e année, j'avais plein d'a priori, plein d'appréhensions sur cette année. J'ai essayé de trouver des TikTok, des vidéos, etc. J'ai pas vraiment trouvé. Donc je me suis lancée un peu à l'aveugle sans savoir à quoi m'attendre durant cette année. Et donc je fais cette vidéo pour que vous ne soyez pas comme moi, que vous rentrez dans cette année en sachant un peu plus à propos de cette 3e année. En tout cas le maximum que vous devriez savoir avant d'aborder cette année. C'est parti! Cette vidéo va se diviser en 4 grandes parties. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'organisation de la 3e année de médecine. Tout ce qui est les dates de rentrée, les vacances, les partiels, etc. Quand est-ce qu'on a les partiels, quand est-ce qu'on peut aller en vacances, quand est-ce qu'on... Bref, pour que vous connaissiez un peu la structure de la 3e année de médecine. Parce qu'elle est un peu différente de la 2e année. Et elle est aussi différente de la 4e année. Donc c'est un peu une année pas comme les autres. Ensuite, donc la deuxième partie, ce sera plus un focus sur les stages qu'on a dans l'année. Puisque au cas où vous ne le sauriez pas, donc je pense que normalement vous le savez, à Sorbonne Université. Externa commence en 3e année de médecine, donc en D1. Voilà, donc vous serez en stage tous les jours, pendant toute l'année, tous les matins. Ensuite, la 3e partie, ce sera un focus sur les différents cours que vous aurez à apprendre, les collèges que vous aurez à apprendre, les matières, les livres à acheter, etc., etc. Et ensuite, la 4e partie, ce sera plus une partie sur un retour d'expérience. Donc, mes conseils par rapport à cette année. Voilà, donc c'est fini ce petit topo sur la structure de cette vidéo. On peut commencer. Donc, quelles sont les dates de la 3e année de médecine? Lorsque j'étais en 3e année de médecine, personnellement, ça a commencé le lundi 3. Commencé officiellement le lundi 2 septembre 2024 et c'est terminé le vendredi 4 juillet 2025. Donc ça fait une plutôt grosse année où on commence vraiment début septembre en même temps que le collège, le lycée, etc. Donc l'année se divise en 3 grands trimestres, en tout cas à Sorbonne Université. Je sais que c'est pas le cas en P2, on est plus sur des semestres et c'est pas non plus le cas en D2, c'est aussi des semestres. C'est juste la 3e année, la D1 qui est un peu particulière, c'est un peu une exception. Donc là, elle s'est divisée en 3 trimestres. Donc ces trimestres étaient un peu inégaux. Le 2e trimestre était plus court que les premiers et 3e trimestres. Et le 3e trimestre était un peu plus long que le premier trimestre. Vraiment, c'était un peu inégal. Normalement, à votre année, ils ont un peu changé ça. Ils ont un petit peu rallongé le 2e trimestre et raccourci le 3e trimestre parce que le 3e trimestre était vraiment beaucoup trop long. À mon année, le premier trimestre commençait le lundi 2 septembre jusqu'au vendredi 20 décembre. Puis il y a eu les 2 semaines de vacances de Noël, donc à partir du vendredi 20 décembre jusqu'au lundi 6 janvier, donc 2 semaines de vacances, où il n'y a pas cours à la fac, pas de partiel, absolument rien du tout, rien qui se passe à la fac. Ensuite, le 2e trimestre s'étendait du lundi 6 janvier au vendredi 7 mars, donc à peu près 2 mois. Plus ou moins. Contrairement au premier trimestre qui a duré quasiment 3 mois. Donc vraiment, il y a une grosse inégalité. Ensuite, le 3e trimestre qui s'est étendu du lundi 10 mars au vendredi 4 juillet. Donc là, vraiment rien à voir avec le premier et le 2e trimestre. Il était archi long. Il a duré quasiment 4 mois. Presque 4 mois. Donc vraiment énorme. Donc le premier trimestre, presque 3 mois. Le 2e trimestre, presque 2 mois. Et le 3e trimestre, quasiment 4 mois. Il y a eu une grosse inégalité. Ils ont un petit peu plus égalisé en faisant durer 3 mois, le 2e et le 3e trimestre plutôt que 2 et 4 mois. Ensuite, donc les partiels. Donc les partiels du premier trimestre ont eu lieu le 5 décembre 2024 et ensuite il y a eu une semaine de révision qui continue, puis une 2e semaine de partiels, semaine du 16 décembre 2024. Et après, on a eu les vacances, puis le début du 2e trimestre. Les partiels du 2e trimestre ont eu lieu la première semaine du mois de mars 2025. Donc à partir du 3 mars 2025, on a eu les partiels du 2e trimestre. La semaine d'après, c'était le début du 3e trimestre. Et ensuite, à la fin, les partiels du 3e trimestre qui ont eu lieu la semaine du 5 juin 2025 et la semaine du 23 juin 2025. Donc vous aurez 2 semaines d'initiation à la recherche en plein milieu
donc une semaine en plein milieu du deuxième trimestre et une autre au milieu du troisième trimestre. Voilà, donc ça fait 2 semaines, contrairement à la P2 où c'était plutôt 4 semaines, 2 semaines après le premier semestre et 2 semaines après le second semestre si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est l'UE d'initiation à la recherche? Donc c'est une UE qu'on choisit normalement en début de P2, de deuxième année de médecine. Donc en P2, on aura des semaines de cours sur cette UE, également en D1. Donc en D1, c'est qu'une seule semaine. En P2, il me semble que c'était 2 semaines par semestre, je crois. Je crois que c'était ça. Et là, en D1, c'est juste une semaine en plein milieu du deuxième trimestre, ce qui n'était pas le cas de la P2, où là c'était vraiment à la fin du premier semestre et un peu vers la fin du deuxième semestre, si je me souviens bien. Voilà, donc là, c'est un peu en plein milieu. On ne sait pas trop à quoi ça sert parce qu'à côté, on a nos cours à la fac qui continuent et qu'on doit apprendre. Et on a en plein milieu, là, cette semaine de cours d'UE d'initiation à la recherche qui ne compte pas vraiment pour l'année. Donc, c'est une UE qu'on choisit. C'est un peu comme une option, sauf que c'est une option qui est obligatoire. Donc, on était tous obligés de choisir cette option, à part si on rentrait dans certains critères, comme par exemple le fait d'avoir validé une L3, de venir de master, de venir d'un master, de faire un master sciences à côté, etc. etc. Voilà, donc personnellement, moi j'avais pris l'UE technologie de la santé. Donc c'est une UE qui se divise en 4 matières. Donc 2 matières que vous faites en P2 et 2 matières que vous faites en D1. Mais moi personnellement, j'avais pris l'UE technologie de la santé et c'était plutôt 3 matières. Donc 2 matières que j'ai fait en P2 et une matière que j'ai fait en D1 sur les 2 semaines. Donc la matière que j'ai eue en D1, c'était anatomie et médecine légale. Voilà. Donc c'est obligatoire. Cette UE, à l'issue de cette UE, vous avez des partiels. Et après, en fonction des UE, les partiels sont un peu dispersés n'importe où. Il y en a qui vous font les partiels pendant la semaine de cours dédiés à cette UE. D'autres qui vous font les partiels en plein milieu du trimestre. D'autres qui le font un peu plus tard. Enfin bref, un peu UE dépendant. Ensuite, là, on va passer à la date des stages qui ne concorde pas avec la date des trimestres. Étant donné que en D1, on a 4 stages, 3 trimestres. Donc forcément, les stages et les trimestres se chevauchent un petit peu. Le premier stage a débuté la semaine du 9 septembre et s'est terminé la semaine du 4 novembre. Donc quasiment 10 semaines de stage à peu près. Ensuite, le deuxième stage a débuté la semaine du 11 novembre, donc juste après. Et c'est terminé la semaine du 13 janvier. Ensuite, après cette semaine du 13 janvier, on a eu la semaine d'initiation à la recherche. Puis ensuite, le début du troisième stage. Donc le troisième stage qui a débuté la semaine du 27 janvier jusqu'à la semaine du 31 mars. Ensuite, il y a eu encore la semaine d'initiation à la recherche, puis le début du quatrième stage. Donc, le quatrième stage qui a débuté du 14 avril jusqu'à la semaine du 30 juin. Donc, il faut savoir que les stages, les matins en stage sont obligatoires. Donc, il faut aller tous les matins en stage. Et dans un même temps, l'après-midi, vous avez des conférences à la fac. Donc, les conférences sont pas des cours magistraux, vraiment, sont pas vraiment des cours magistraux comme en P2. Puisque là, à la différence de la P2, c'est que c'est le début de l'externat, donc on doit apprendre nos cours de notre côté sur les collèges. Et les confs, il faut y aller lorsqu'on a plus ou moins déjà appris le cours. Comme ça, pendant les confs, on peut poser des questions au prof. Le prof fait un retour un peu de différents items des collèges. Les items, entre guillemets, ce sont les chapitres dans le collège. Ils sont un peu numérotés, donc il y a l'item 1, l'item 2, l'item 3, l'item 4, etc. Et je crois que pour l'externat, donc je crois que pour l'EDN, il faut apprendre au total 300 items ou 400, je sais plus. Les conférences, c'est mieux d'y aller en ayant vu un peu les items sur lesquels portent les conférences. Voilà, donc personnellement, je suis pas vraiment allée, je kiffe pas trop aller en cours, écouter en cours, etc. Je préfère travailler de mon côté. Si j'ai une question, je sais pas, je demande à ChatGPT ou peu importe, mais franchement, les confs, je trouve que c'est... Parce que si on va en stage tous les matins, sachant que les stages sont obligatoires, donc si on va en stage tous les matins de 9h à midi, voire 9h à 13h en fonction des stages, et qu'ensuite à 14h on va en conf, donc de 14h à 18h ou de 14h à 16h, il nous reste combien de temps ensuite pour apprendre nos cours? Pas beaucoup. Donc j'ai préféré prendre le choix de ne pas aller en conf. Voilà. Parfois il y a des TD aussi obligatoires.
En fonction des matières, il y a des TD. Des TD, il y en a qui sont obligatoires, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des TP qui sont obligatoires, des TP qui ne le sont pas. C'est encore libre à vous d'y aller ou de ne pas y aller. Franchement, et puis de toute façon, dans la 4e partie, je vous donnerai un peu mes conseils sur les TP, TD que je vous conseille d'assister. Et ceux dont je considère que vous pouvez vous passer. Voilà, donc sachant que par stage, vous avez droit à 1 semaine de vacances sur chaque stage. C'est à vous de décider de votre semaine de vacances en vous mettant d'accord avec vos responsables de stage, vos co-externes, histoire que tout le monde ne prenne pas sa semaine au même moment. En général, la semaine avant les partiels, les gens ils aiment bien se jeter un peu dessus. Franchement, c'est comme vous voulez. Les stages sont obligatoires, donc du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Sauf les jours fériés, donc par exemple le 25 décembre, vous n'avez pas stage. Le 31 janvier, vous n'avez pas stage. Non, le 25 décembre, je crois. Et le 1er janvier, ouais, vous n'avez pas stage et tous les autres jours fériés. En fonction des stages, vous pouvez aussi avoir des gardes, donc des gardes de nuit, des gardes le dimanche, des gardes un jour férié, des astreintes, où vous devriez aller en stage à un moment où vous n'êtes pas censé aller en stage, entre guillemets, donc en dehors des horaires de stage habituels. Là, quand vous faites des gardes, vous devez les noter dans un petit livret que vous avez, je vous afficherai à l'image à quoi ça ressemble. Donc c'est un livret de garde que vous devrez garder de la D1 jusqu'à la D4. Donc vous devrez à chaque fois que vous faites une garde, noter votre garde parce que je crois qu'au total on doit faire un total de 25 gardes il me semble pour valider notre externat entier. Donc voilà, vous avez le temps franchement. Là, je passe en D1 et je crois qu'au total j'ai déjà fait 4-5 gardes. Après, pour l'instant, j'ai pas vraiment eu des stages à garde. Donc, les seules gardes que j'ai faites, c'était des gardes. Il y avait une garde obligatoire à un moment donné dans un stage. Et d'autres gardes où on pouvait s'inscrire. Mais ça encore, c'était pas obligatoire. C'est au volontariat. Voilà. Donc bien sûr en D1 on n'est pas payé pour aller en stage. La paye ça commence à partir de la D2. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de la paye etc. dans cette vidéo parce que ça ne concerne pas en D1. Voilà, donc il faut savoir quand vous êtes en vacances, quand c'est votre semaine de vacances de stage, ce n'est pas votre semaine de vacances de la fac. La fac, elle continue ses cours. S'il y a des cours obligatoires à la fac, vous devriez y aller même si c'est votre semaine de vacances que vous avez choisi en stage. Il faut dissocier le stage, l'hôpital, et la fac, les cours à la fac, les TP, TD, les ateliers obligatoires à la fac, il faut vraiment dissocier les deux. De la même manière que quand c'est la semaine de vacances de la fac, donc les 2 semaines Noël, Nouvel An, quand Noël, Nouvel An, donc en général la fac est fermée, là vous continuez d'aller en stage. À part si votre semaine de vacances, vous décidez de la poser sur une des 2 semaines, donc soit la semaine de Noël, soit la semaine du Nouvel An. Mais sinon, si c'est pas le cas, vous continuez d'aller en stage. Parce que le stage et la fac, ça n'a un peu rien à voir. C'est vraiment dissocié. Donc, quand vous choisissez votre semaine de vacances en stage, vous n'allez pas en stage, mais de votre côté, vous continuez à prendre vos cours. En fait, c'est vous qui décidez. Soit vous décidez que c'est vraiment une semaine de vacances et vous allez, je sais pas, en vacances ou je sais pas où. Vous déconnectez vraiment des cours, etc. Ou soit vous dites, ok, je vais pas en stage, mais je continue à réviser de mon côté. Je continue à réviser mes cours, juste que je vais pas en stage les matins. Et en général, il y a plein de gens qui font ça, par exemple, quand ils prennent leur semaine de vacances, la semaine d'avant les partiels. Ils vont pas en stage, mais ils passent leur journée à réviser, etc. pour être au taquet pour les partiels. Donc voilà, vraiment, mettez-vous bien ça dans la tête. Semaine de vacances de stage n'est pas égale à semaine de vacances à la fac. C'est vous qui vous organisez, vous choisissez ou non de continuer à réviser ou de pas continuer. Personnellement, à chaque fois que j'ai pris mes semaines de vacances, j'ai décidé de me mettre en off, sauf le dernier stage où vraiment j'avais pas mal de retard et là j'ai vraiment décidé que j'allais prendre ma semaine de vacances et vraiment réviser. Mais sinon en général je prenais vraiment cette semaine de off, donc j'allais pas en stage et je n'ouvrais pas de collège. Chacun fait comme il veut, en tout cas vous avez mon avis. Donc voilà, donc à la fac, les seules vacances que vous avez à la fac sont les 2 semaines, donc Noël, Nouvel An et rien d'autre. Voilà, donc après c'est à vous de décider si vous taffez ou non pendant vos semaines de vacances de vos stages, comme vous voulez. Vous avez 4 grands stages, donc parmi ces stages vous avez un stage de neurologie. Ensuite vous avez un stage d'hépato-gastro-entérologie, nutrition, en gros tout ce qui est système digestif. Ensuite vous avez un autre stage
de cardiologie ou pneumologie, ça dépend de ce que vous choisissez. Et enfin, vous avez un quatrième et dernier stage de médecine variée, au laboratoire. Ça aussi, c'est comme vous voulez. Soit vous décidez de faire un stage de médecine à l'hôpital, soit vous décidez de faire un stage plutôt dans un labo. Encore une fois, c'est comme vous voulez. Personnellement, j'ai choisi de faire un stage à l'hôpital. Pendant les stages, c'est vous qui décidez de votre rotation de stage dans l'année. Donc, en fonction de votre premier choix de stage, vous n'allez pas faire la même rotation. Donc, si vous choisissez par exemple en premier stage neurologie, vous allez faire premier stage neurologie, puis hépatogastro-entérologie, puis cardiologie, pneumologie et enfin le stage de médecine variée ou de labo en fonction de ce que vous choisissez. Et si vous choisissez par exemple en premier stage un stage de cardiologie, vous allez faire cardiologie, pneumologie, médecine variée labo, neurologie, hépatogastro-entérologie et ainsi de suite. Ça permet un peu de dispatcher tous les étudiants dans un groupe parce qu'il n'y a pas assez de place pour que tous les 400 étudiants de médecine aillent en stage de neurologie ou aillent en stage de cardiologie, aillent en stage de machin. Donc la promo est divisée un peu en 4 et en fonction de ça, ça tourne. Voilà. Donc je vais pas vous expliquer comment fonctionne le choix de stage, le classement, etc. parce que franchement ça, j'ai quasiment rien compris. Là encore, je galère, j'ai choisi personnellement au hasard et en fonction de ça, ma rotation s'est faite au hasard. Et voilà, franchement, écoutez ce que vous dira MCR. Je pense que j'ai un peu mieux compris, mais je ne serais pas capable de vous expliquer. Mais si vraiment vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, @c'est sublime. Ensuite, on rentre maintenant dans la troisième partie, donc le programme de la troisième année de médecine à Sorbonne Université, les collèges, les matières, entre guillemets, parce qu'on a pris l'habitude d'appeler ça des matières, mais en vrai, les collèges sont les collèges. Donc, qu'est-ce que c'est un collège? Donc, un collège, c'est un livre comme ça, un manuel qui porte sur une spécialité de l'internat. Et dans ce collège, ben, vous devez apprendre l'intégralité du collège. Voilà, c'est ça. Donc, quand je vous parle de collège, je vous parle de ça et de rien d'autre. Non, je ne vous parle pas d'établissement dans lequel vous faites votre 6e, 5e, 4e, non. Je vous parle de ça, de ce manuel écrit par des enseignants. Donc, dans le nom complet, on appelle ça Collège national des enseignants de, entre guillemets, la spécialité. Donc là, c'est le collège de chirurgie maxillofaciale, c'est le Collège national des enseignants de chirurgie maxillofaciale. Voilà, c'est écrit par plusieurs enseignants. Ça comporte tout ce que nous devons savoir pour l'EDN. Bien sûr, quand je dis tout ce que vous devez savoir, c'est entre guillemets. Donc dans le collège, je vous ferai un zoom dessus. Mais dans le collège, il y a les rangs A, les rangs B, les rangs C. Donc les rangs A, ce sont les rangs sur lesquels vous devez avoir obligatoirement au moins 14/20 à l'EDN. Donc les rangs A sont écrits en général en noir dans les collèges. Après, il y a différentes éditions de collèges. En fonction des collèges, c'est pas forcément la même chose. Les rangs A sont écrits en noir dans les collèges. Ensuite, il y a les rangs B. Ce sont les rangs qui vont servir un peu plus au classement dans des groupes de spécialités à l'EDN. Donc, par exemple, si vous voulez comme spécialité, je sais pas, ophtalmologie, etc., etc., vous allez un peu plus vous pencher sur les rangs B du collège d'ophtalmologie plutôt que sur le rang B du collège de pédiatrie, par exemple. Parce que ça vous rapportera des points dans votre classement pour l'EDN dans le rang du groupe de spécialité contenant la spécialité d'ophtalmologie. Et ensuite, il y a les rangs C. Donc, les rangs B sont en bleu dans les collèges Elsevier. En fonction des éditions, ce ne sont pas les mêmes. Et ensuite, il y a les rangs C. Donc, les rangs qui ne sont pas à apprendre pour nous, pour l'externat. Ils sont en général en vert dans les collèges. Et ce sont les rangs qui sont un peu plus spécifiques à la spécialité. Par exemple, quand vous serez, je sais pas, en ophtalmologie, quand vous aurez choisi ophtalmologie après l'EDN, vous serez en internat d'ophtalmologie et c'est là où vous aurez besoin des rangs C d'ophtalmologie. En D1, quels sont les collèges que vous avez à apprendre? Donc, je me sers de mon ordinateur pour que ce soit plus simple. Comme je vous ai dit, l'année se divise en 3 trimestres, ok? Donc, pour les collèges, donc les trimestres, c'est un peu 3 grands groupes de collèges. Donc, le premier trimestre, ça dépend de ce que vous choisissez comme premier stage. Donc, si vous choisissez cardiologie et médecine labo en premier et deuxième stage, vous devriez apprendre des collèges de cardiologie, etc. Si vous choisissez plutôt en première rotation un stage de neurologie, vous devriez neurologie puis ensuite hépatogastro-entérologie, vous devrez apprendre les collèges de neurologie, hépatogastro-entérologie et vous apprendrez seulement dans le 3e trimestre les collèges de cardiologie,
pneumologie, etc. Donc, je vous donne les différents collèges. Donc, 3 trimestres, 3 grands groupes de collèges. Concernant le deuxième trimestre, les collèges sont les mêmes pour tout le monde, peu importe votre rotation de stage. Donc, vous avez comme collège le collège d'ORL, le collège de chirurgie maxillofaciale, le collège d'ophtalmologie et le poly de pharmacologie. Donc, je ne vous l'ai pas précisé, mais ce ne sont pas toutes les matières qui sont sous forme de collège que nous devons apprendre pour les partiels. Donc, il y a aussi certaines matières. Là, il y a plutôt des cours faits par les profs et donc ensuite rédigés sous forme de poly par la fac. Vous pouvez acheter, donc déjà imprimé dans la librairie juste à côté de la fac, ou que vous pouvez retrouver en PDF sur Moodle. Qui est le cas de la pharmacologie qui est sous forme de poly fait par les cours, fait par les profs de la fac. Là, c'est pas un collège, c'est pas au programme de l'EDN. Là, c'est deux choses différentes. C'est pas au programme de l'EDN. Ensuite, donc, premier ou troisième trimestre en fonction de ce que vous choisissez, vous avez les collèges de cardiologie, pneumologie et dermatologie. Vous avez aussi le collège de parasitologie, mycologie et les polys de bactériologie et virologie. Ensuite, pour la seconde partie, vous avez les collèges de neurologie, hépatogastroentérologie. Donc les collèges de cardiologie, pneumologie, dermatologie et les collèges de neurologie, hépatogastroentérologie, ça dépend de votre rotation de stage. Si vous m'avez bien compris. Voilà. Donc, si vous choisissez neurologie et hépatogastroentérologie en premier et deuxième stage, vous apprenez les collèges de neurologie et hépatogastrologie dans le premier trimestre. Et seulement dans le troisième trimestre, vous apprendriez les collèges de dermatologie, pneumologie, cardiologie. Donc, ça change en fonction de vos choix de stage. Mais ce qui ne change pas par contre, c'est que dans le premier trimestre, vous avez le collège en plus de parasitologie, mycologie et les polys de bactériologie et virologie. Ça, peu importe votre premier choix de stage. Donc, si vous choisissez neurologie et hépatogastroentérologie, vous aurez les collèges de neurologie et hépatogastroentérologie, plus le collège de parasitologie, mycologie et les polys de bactériologie et virologie. Mais si vous choisissez en premier stage cardiologie et pneumologie, vous aurez les collèges de cardiologie, pneumologie, dermatologie et les polys de bactériologie, virologie, plus le collège de parasitologie, mycologie. J'espère que vous me suivez. Dernière partie, vous avez la santé publique et LCA, donc lecture critique d'articles, l'éthique et l'anatomopathologie. Donc l'anatomopathologie, c'est un poly également fait par la fac. La LCA, c'est aussi un poly fait par la fac. Et la santé publique, ce sont des items de santé publique présents dans le collège de santé publique qui est au programme de l'EDN. Voilà, vous avez tout concernant les collèges à apprendre cette année. C'est fini, maintenant on va passer à la quatrième dernière partie, mes conseils concernant cette année, les fournitures que je vous conseille d'acheter, etc. Donc, moi, je vous conseille d'abord de commencer votre rotation par neurologie, hépatogastroentérologie. Parce que, étant donné que le troisième trimestre, en tout cas pour moi, il était un peu plus long, je trouve que c'était plus avantageux de choisir cardiologie, pneumologie, dermatologie en dernière rotation, car il y a plus de cours à apprendre. Le collège de cardiologie, vraiment, il est énorme. Il y a plus de cours à apprendre. Et étant donné que le trimestre était plus long, c'était plus avantageux de faire ce choix. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Ça dépendra de votre classement. Ça dépendra de votre classement. Si vous êtes archi mal classé, vous n'allez pas vous forcer à prendre un mauvais stage de neurologie juste pour avoir la rotation neurologie, hépatogastroentérologie, cardiologie en dernier. Non, enfin vous décidez. Et puis de toute façon, je crois que normalement votre année, ils ont un peu égalisé. Donc peut-être que ça a un peu moins d'importance de privilégier une rotation plutôt qu'une autre. Ensuite, concernant les stages que je vous conseille. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous conseiller les stages que j'ai fait parce que vraiment, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai choisi un peu au hasard. Du coup, j'ai pas été forcément bien classée pour avoir des hyper bons stages, des stages hyper réputés, etc. Donc, en stage de neurologie, personnellement, j'avais choisi le stage de neurovasculaire à la Pitié-Salpêtrière. Donc, le chef de service, c'était Alamovic. C'est un stage que je recommande parce que c'est un stage plutôt axé sur les AVC. Vraiment, c'était que ça. Et si vous ouvrez un peu le collège de neurologie, vous constatez très rapidement que l'item d'AVC est l'item le plus long du collège. Je crois qu'il fait 60 pages, etc. Donc vraiment, avoir choisi un stage de neurologie vasculaire où on voit que des AVC, ça m'a permis de mieux comprendre l'item des AVC et de mieux l'assimiler, le retenir sur le long terme. En tout cas, je sais que si je n'avais pas pris ce stage, j'aurais eu besoin de revoir l'item plusieurs fois avant
l'apprendre comme je l'ai appris en ayant pris un stage de neurologie vasculaire. Donc il y a ce stage que je vous conseillerais. Sinon, apparemment, il y a le stage de neurologie à la Pitié avec le chef de service Bodini, je crois, parce que Bonini, je crois que c'est la responsable de la matière et je crois que c'est aussi celle qui fait les partiels de neurologie, en tout cas une grande partie des partiels. Donc si vous pouvez, si vous avez la possibilité, essayez de prendre un des stages de la Pitié de neurologie entre 3e étage, 4e étage, 5e étage et réa 1er étage, parce que tous ces étages, ils ont des cours communs pendant les stages. Et je me souviens que à un moment donné de l'année, donc à la fin du 1er trimestre, il y a la chef de service, donc Bodini, il me semble, la responsable de la matière, qui a fait un Zoom, donc un appel visio. C'était un dimanche, un dimanche soir, je crois qu'il était 22h, 23h. Et j'ouvre le groupe WhatsApp et je vois que oui, c'est à quelle heure, c'est quoi le lien de la réunion avec Bodini, nanana. Et donc je me dis, ah, il y a une réunion. J'étais pas au courant, donc je clique sur le lien et je vois qu'en fait, à la base, c'était censé être une réunion Zoom avec tous les étudiants du stage, mais au final, toute la promo s'est retrouvée dans le Zoom. Elle faisait un récapitulatif de tout le collège de neurologie. Sur chaque item, à peu près, les gros items, elle avait plusieurs diapos avec les choses essentielles à connaître. Un résumé de chaque item. C'était incroyable. Le Zoom, il était hyper efficace. Vraiment, il y avait quasiment tout le monde dessus. Il était 23h minuit. On était tous là en train de nous faire un rappel de neurologiste parce que la semaine d'après, c'était la semaine des partiels. C'était archi utile en fin de compte. Donc, si ça, c'est ce qu'on a en n'étant pas dans ce stage, alors j'imagine pas combien ce stage doit être utile. Ensuite, donc pour la rotation hépatogastroentérologie nutrition, les stages qui sont les plus convoités, ce sont les stages d'hépatologie à Saint-Antoine, donc avec le chef de service Carbonel. Donc avant c'était Chazouillard, maintenant le nouveau chef de service c'est Carbonel. Et aussi, sinon, si on n'a pas ça, si on n'est pas assez bien classé pour l'avoir, il y a aussi à la Pitié Tabu qui est aussi pas mal convoité. Tabu qui est aussi pas mal convoité. Donc si vous êtes bien classé et que vous avez le choix, n'hésitez pas. Ensuite, en stage de cardiologie, donc le plus convoité, c'est bien évidemment le stage à la Pitié-Salpêtrière de cardiologie, dont le chef de service c'est Sylvain Leprince. Donc avant c'était Montalesco, maintenant c'est Sylvain Leprince. Et sinon, en deuxième stage de cardiologie, archi convoité aussi, c'est le stage de Saint-Antoine. Saint-Antoine avec le chef de service Cohen. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas assez bien classé pour avoir ces deux stages, vous pouvez aussi prendre un stage de pneumologie. Donc le stage de pneumologie le plus convoité, c'est le stage de Morello à la Pitié-Salpêtrière, du chef de service Morello à la Pitié-Salpêtrière. Ensuite, en stage de médecine variée, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Personnellement, j'ai eu un stage de gériatrie, mais c'était un peu à contre-cœur parce qu'à la base, je voulais le stage de ophtalmologie. Surtout que le stage d'ophtalmologie, apparemment, c'est un peu un stage planque. Et moi, j'aime trop les stages planques. Moi, je voulais trop un stage d'ophtalmologie, mais j'étais pas assez bien classée pour l'avoir. Donc, finalement, j'ai eu gériatrie à l'hôpital Rothschild. Voilà, donc en vrai, c'est un bon stage en termes de stage de gériatrie. Personnellement, moi, en stage d'hépatogastroentérologie, j'avais le stage d'oncologie digestive à Saint-Antoine. Donc, le chef de service, c'était le professeur André. Ouais, c'est toujours lui. Donc, j'étais pas très bien classée aussi parce que vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Dans tous les trucs, j'étais pas bien classée pour avoir un bon stage. Le seul bon stage que j'ai eu, c'est le stage de neurovasculaire à Lamovic, parmi les stages convoités. Donc sinon, le reste, j'avais vraiment des vieux classements. Je pouvais pas avoir les stages les plus convoités. Là, c'est sûr. Mais bon. Du coup, j'avais choisi oncodigestif. En vrai, ça va, c'était bien. Mais c'était un stage plutôt axé oncologie. Bien sûr, vous n'avez pas des pathologies à l'intérieur. Vous avez plus des cancers du côlon, des cancers de l'œsophage, des cancers du pancréas, etc. Donc en vrai, ça va. C'est un peu... Donc en vrai, ça va. Les CCA et les internes sont un peu investis, donc ils savent que c'est pas vraiment un stage qui correspond à notre programme des partiels, donc ils essayent de nous faire de leur côté des rappels, des pathogastroentérologie. Donc en vrai, si vous avez un classement pas ouf et que vous avez ce stage, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, en stage de cardiologie, là encore, j'étais vraiment dans les derniers. J'avais soit Montfermeil, soit Marne-la-Vallée. Plus d'1 heure de trajet les deux.
Et j'ai choisi Marne-la-Vallée parce que c'était beaucoup mieux desservi que Montfermeil. Et je fais plus confiance au RER A plutôt qu'au RER, je sais pas, je crois que, je sais plus. Bref, je fais plus confiance au RER A plutôt que les autres qui desservaient l'hôpital de Montfermeil et l'hôpital d'Aulnay que j'avais la possibilité de choisir aussi pour le stage de cardiologie. Et je voulais vraiment pas un stage de pneumologie. C'était un stage planque. Donc j'y suis allée, je crois, 3 fois au total. Mais en vrai, je pourrais pas vraiment vous faire de retour sur ce stage. Les seules fois où j'y suis allée, c'était bien. Ça va, c'était bien. Tu restes avec un interne et après, bah, en fonction de l'interne avec qui t'es, il te fait faire des trucs, il te fait aller voir des patients, faire l'interrogatoire, l'examen clinique, etc. C'était un stage un peu classique pour un stage de cardiologie. Après, je sais qu'il y a aussi la possibilité d'aller en choro, d'aller en UCA, donc en salle, etc. Moi, je me suis contentée d'aller en soins intensifs. J'y suis allée que 3 jours. Donc, franchement, je pouvais pas, j'avais pas vraiment l'occasion de faire tout le tour du service. Mais si vous n'êtes pas très bien classé, vous savez, le point positif, c'est que c'est un stage planque. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tout le temps. Et vous avez plus de temps de votre côté pour réviser. Voilà. Ensuite, mes conseils concernant les cours. Je pense que je vais le faire un peu dans le désordre. Un peu comme ça me vient. Et prenez vos notes de votre côté. Voilà, donc là, concernant le deuxième trimestre, donc là, tout ce qui est ophtalmologie, ORL, chirurgie maxillofaciale, c'est pas le trimestre le plus compliqué, au contraire, c'est le trimestre le plus simple. Les partiels sont un peu toujours les mêmes. Franchement, si vous essayez de vous organiser, vous apprenez assez bien vos items, il n'y a pas de raison que vous ne validiez pas ces matières. Ensuite, donc concernant la rotation cardiologie, pneumologie, etc., je vous conseille, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Mettez-vous dedans dès le début du trimestre. Le collège de cardiologie, je sais, il fait très peur. Il est super long. Les items sont super longs. Il faut les diviser en plusieurs parties pour réussir à les digérer, mais ne faites pas la même erreur que moi. Ne vous retrouvez pas à 3 semaines des partiels à essayer de voir tous les items de cardiologie, à essayer de rentrer dans votre cerveau tous les items de cardiologie et de pneumologie. Faites pas ça, c'est pas ouf. Faites pas ça, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter, ne le faites pas. Même si j'ai validé mon année, je ne le recommande pas. Je ne recommande à personne de faire ce que j'ai fait. Prenez-vous-en dès le début du trimestre. La cardiologie comme ça donne pas envie. Le collège de cardiologie, il donne pas envie du tout. Il a l'air indigeste, mais vous n'avez pas le choix. Alors, autant vous y prendre dès le début du trimestre que vous y prendre 3 semaines avant les partiels. Franchement, je pense que ce que j'ai vécu, vous n'avez pas envie de le vivre. Vous n'avez pas envie du tout. Vous n'avez pas envie. Faites un effort. Retroussez vos manches et allez-y. Ouvrez le collège de cardiologie. Ensuite, donc, concernant le collège de neurologie et d'hépatogastro-entérologie, en vrai, c'est pas vraiment le plus compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui conseillent, par exemple, d'apprendre plutôt les fiches LISA ou plutôt le KB en termes de support ou plutôt le collège Elsevier en termes de support. Franchement, quasiment tout ce que vous devez connaître est dans les fiches LISA. Moi, personnellement, je faisais avec le KB. J'apprenais avec le KB. Et vous savez, vous avez des petits QCM d'hépatogastro-entérologie contrôle continu tout au long de l'année, enfin tout au long du trimestre. Et quand je faisais les QCM, je voyais que les réponses n'étaient pas dans le KB. Ça se contredisait. Et je me suis dit, attends, je vais regarder dans les fiches LISA. Et je voyais qu'en fait, toutes les réponses étaient dans les fiches LISA. Et c'est là où j'ai compris que tout ce dont on a besoin pour ces partiels, ce sont des fiches LISA. Après, personnellement, j'aime pas vraiment le format des fiches LISA. Mais franchement, tout ce que vous avez à connaître est dedans. Le KB, il est super long pour rien du tout. Tout ce que vous avez à connaître est dans les fiches LISA. Elles sont hyper synthétiques. Elles vont à l'essentiel. Tout ce que vous avez à connaître sont dedans. Donc, je vous conseillerais de directement commencer avec les fiches LISA. Et s'il y a des trucs que vous comprenez un peu moins, vous pourrez ouvrir le KB pour voir. Parce que le KB, c'est un peu plus détaillé. Voilà. Sinon, le KB, il est vraiment long pour rien. Il y a des items dans le KB qui sont super longs. Alors que dans les fiches LISA, ils tiennent sur 3 pages. Ensuite, concernant l'anatomopathologie, le conseil que j'ai à donner sur cette matière, c'est de lire le poly. En vrai, moi, je me suis prise moins d'une semaine avant les partiels. J'ai fait des annales 2 jours avant les partiels. J'ai fait le max d'annales que je pouvais. J'ai écrit mes erreurs dans un carnet d'erreurs. Donc, comme d'habitude, je fais ça depuis la P1. Ça aussi, je vous conseille de faire ça, de noter vos erreurs dans un carnet d'erreurs et de relire régulièrement votre carnet d'erreurs.
surtout juste avant les partiels, donc quand vous êtes là, dans la salle informatique de Saint-Antoine, que vous avez votre partiel, juste avant, lisez vos erreurs sur la matière en question. Lisez vos erreurs de votre carnet d'erreurs. Franchement, moi, ça m'a sauvé, ça me sauve. Je fais tout le temps ça. Entre les épreuves, je lis mes erreurs concernant la prochaine épreuve. Je relis et je sais que forcément, dans le partiel, il y aura au moins une question portant sur des erreurs que j'ai lues dans mon carnet d'erreurs. Vous n'avez rien à perdre à le faire. Donc, l'anatomopathologie, franchement, vous prenez pas la tête. Nous, notre sujet, il a été quasiment identique que le sujet de l'année dernière. Donc, on a eu quasiment tous 17, 18, 19, 16. Après, bon, si vous avez ceux qui ont eu un peu moins bonnes notes, je pense que ce sont ceux qui n'ont pas fait les annales parce que franchement, c'était quasiment identique aux annales. Moi, je m'y suis prise moins d'une semaine avant les partiels et j'ai réussi à avoir 17, 18, je me souviens plus exactement, je crois que j'ai eu 18. Donc, si c'est comme pour nous, normalement, vous n'avez pas à vous en faire. À part s'ils décident là d'innover et de faire un sujet complètement différent des partiels là, je peux plus rien pour vous. Je me dédouane. Je vous recommande aussi très fortement d'assister au TP d'Anapat car la plupart des questions qui tombent au partiel portent sur des images qui ont été vues en TP. Ces images ne sont pas dans le poly mais peuvent être retrouvées en conf ou dans les rediffs des confs. Vous pouvez aussi accéder au diapo des TP mais je vous conseille d'assister directement au TP. C'est bien meilleur. Ensuite, donc concernant la LCA, pareil, je m'y suis prise aussi une semaine avant les partiels. Mais en vrai, cette matière, elle me stressait beaucoup parce que je sais qu'elle compte pour 20% des EDN, je crois. Et que c'est une matière qui fait baisser le classement de pas mal de personnes aux EDN. Donc j'avais un peu peur. Mais en fin de compte, finalement, c'est pas si sorcier que ça. Je me suis prise une semaine à l'avance. J'ai lu le poly d'LCA. Il est très bien, notre poly d'LCA fait par la fac. Donc n'hésitez pas à l'acheter. À l'acheter à la librairie à côté ou à l'utiliser en PDF comme vous voulez. Donc j'ai lu le poly. Ensuite, j'ai fait les sujets de LCA qui sont sur Moodle, dont les profs font la correction normalement en conférence, mais sinon il y a les diapos des corrections sur le Moodle, parce que moi perso je suis pas allée aux conférences, donc je faisais le sujet de mon côté, je mettais le chronomètre bien sûr, et ensuite je lisais la diapo de la correction et j'essayais de voir un peu où est-ce que je me suis trompée, je notais mes erreurs dans mon carnet d'erreurs, voilà. Je faisais ça, et ensuite une fois que j'avais fait tous les sujets d'LCA, qui était sur le Moodle, je me suis attaquée aux annales. Je pense que c'est important de faire les sujets du Moodle avant de faire les annales parce que là, au moins, vous avez l'occasion de voir la correction, de voir une correction détaillée de pourquoi c'est cette réponse et pas une autre, ou prendre la réponse dans l'article, etc. Je trouve que vraiment, ça, c'est hyper bien fait. Notre fac, elle a été géniale sur la LCA, et vraiment rien à dire, pépite. Donc je vous conseille de faire ça et ensuite de vous attaquer aux annales. Ce sera plus simple plutôt que de vous attaquer directement aux annales et de ne pas comprendre pourquoi c'est cette réponse et pas une autre. Voilà, sinon je pense que c'est tout ce que j'ai à vous donner comme conseil. Franchement, c'est un peu la dernière année un peu chill avant vraiment le dur du dur, on va dire le vrai externat. C'est un peu la dernière année, donc profitez au maximum. Profitez le maximum que vous pouvez. Si vous voulez voyager, profitez-en. Prenez un stage plan qui est voyager je ne sais où. Faites ce que vous voulez. Personnellement, j'ai fait l'erreur de ne pas prévoir de voyage cette année et de prévoir plutôt un voyage en D2. Des voyages en D2 plutôt qu'en D1. Mais en vrai, ça aurait été plus simple de le faire en D1 plutôt qu'en D2. Mais bon, tant pis. Donc franchement, ne faites pas comme moi. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Profitez un maximum de votre année. Ne vous plongez pas dans vos cours tous les soirs, toutes les après-midi, tous les jours, du lundi au dimanche. Franchement, vous allez regretter. C'est un peu votre dernière bouffée d'air frais avant le vrai externat, donc D2, D3, où là vraiment vous serez à fond. Voilà, donc profitez un maximum. N'oubliez pas que la médecine, les études de médecine, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça sert à rien d'avoir 19 à chaque partiel de D1 si c'est pour avoir 14 à l'EDN. Franchement, économisez vos forces. Gardez toutes vos forces pour le vrai concours de 6e année, l'EDN. Pour les vraies choses. Gardez vos forces un maximum. Ça sert à rien de vous épuiser avant l'EDN. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, vous faites comme vous voulez.
Faites comme vous voulez. Je veux pas que si jamais vous êtes un peu trop relax et qu'après ça retombe sur moi. C'est Christy qui nous a conseillé. Non. En vrai, faites comme vous voulez. Personnellement, c'est ce que je vous conseille. Après, libre à vous de prendre ou ne pas prendre ce conseil. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je pense que j'ai balayé un peu toute l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur Instagram, donc @csublime si vous avez des questions et que vous préférez les poser en privé dans mes DM plutôt que dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Je pense que chaque année, je ferai une grosse vidéo guide de la 3e année de médecine, guide de la 4e année de médecine, guide de la 5e année de médecine, guide de la 6e année de médecine, etc. etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que vous allez tout déchirer durant cette année. J'espère que vous allez valider votre année, que vous n'allez pas aller au rattrapage, que vous n'allez pas redoubler. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous allez profiter un maximum aussi. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je serai très active en story et je suis en général, de manière générale, très active en story. Mais je le serai encore plus cette année. En story, je partagerai un peu mes journées, etc. etc. Bref. Vous pouvez aussi vous abonner à mon TikTok. Je ferai de plus en plus de vidéos. Après, ce ne sera pas forcément des vidéos axées sur la médecine. Ce sera plus des vlogs. En vrai, il y aura quand même de la médecine vu que j'irai en stage et que les vlogs sont des vlogs de mes journées. Mais bon. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous aime. Bon courage pour cette année. Je vous fais confiance. Je sais que vous allez tout déchirer, que vous n'allez pas aller au rattrapage. Faites-vous confiance comme je vous fais confiance. Bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Petit aparté, est-ce que vous aimez bien mon outfit? En vrai, je me suis habillée juste pour la vidéo. Là, en dessous, c'est mon pyjama. Et vous aimez bien ou pas? Ciao.